pense devenir champion, mais comme tu penses à la glace que tu vas manger demain, non. Quand je te dis je pensais et je visualisais, ça a duré 1 heure. J'ai vraiment passé du temps. C'est beaucoup d'heures si tu comptes 1 heure par jour pendant 10 ans. Quand tu fais une visualisation tellement poussée que tu as l'impression de vivre les choses, tu peux entrer dans un système d'auto-réalisation. Cyril Benzaken, champion du monde de boxe thaï et de kickboxing, distribue les uppercuts et les coups de pied retournés. Se retrouver seul sur un ring, le premier adversaire c'est toi-même, c'est pas l'autre. Il va te renvoyer en fait à tes propres peurs, à tes doutes. Vous avez un nombre de diplômes incroyable avec notamment un Master 2 en entrepreneuriat. Vous avez conscience de détonner un petit peu dans ce milieu de la boxe? Pas particulièrement, je me rends compte, j'avais des confrères qui eux travaillaient pendant que moi j'allais sur les bancs de l'université. Chacun a suivi son parcours et moi je me suis dans les études et aujourd'hui dans l'organisation et dans plein d'autres choses. Moi je suis en préparation par contre, le temps d'entraînement il bouge pas, je sais que le matin telle heure à telle heure c'est bloqué, le soir telle heure à telle heure c'est bloqué. Après je fais ce que je veux mais par contre on ne touche pas l'entraînement. Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis heureux d'être avec Cyril Benzaken. Il a un parcours vraiment très intéressant. Il est 7 fois champion du monde de boxe kickboxing, mais il est aussi entrepreneur en parallèle. Je suis vraiment heureux de l'avoir ici aujourd'hui avec moi. Salut Adrien, merci de me recevoir. Merci à toi Cyril d'être venu. Donc du coup, déjà j'espère que j'ai pas fait d'erreur dans cette petite courte introduction, mais tout va bien. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, enfin même en général j'ai l'habitude de commencer par est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement en quelques mots et après on va essayer de creuser un peu. Bien sûr, ouais. Alors je suis sportif donc professionnel, comme tu disais, 7 fois champion du monde de kickboxing. Le kickboxing c'est une boxe qui se pratique avec les poings et les jambes. Et à côté de ça, comme tu l'as dit, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années, puisque je pense d'ailleurs être entrepreneur depuis que j'ai commencé le sport de haut niveau, dans la mesure où je pense que beaucoup de sportifs qui font des sports individuels, en fait, sont entrepreneurs parce qu'ils doivent entreprendre leur carrière. Et voilà, et après, ça a débouché sur de l'entrepreneuriat plus classique avec la création d'entreprises, etc. Ok, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ce podcast Aventurier de la vie, parce que on peut entreprendre dans n'importe quel domaine de la vie, pas forcément juste une entreprise au sens classique. Et juste, du coup, tu as précisé ce que c'est la kickboxing, merci d'ailleurs. Est-ce que tu fais une différence entre parce que j'ai vu que tu fais aussi de la Muay Thai. Alors, j'ai beaucoup combattu en boxe Thai. Donc, Muay Thai, c'est boxe Thai en thaïlandais. C'est la même chose, Muay Thai, boxe Thai. Et en fait, j'ai été champion de France, champion d'Europe et champion du monde de boxe Thai en 2014. Et après, j'ai fait que du kickboxing. Ah oui? Pourquoi tu as plus choisi? Parce qu'il y avait plus d'opportunités dans mes catégories de poids, que le sport était plus international quand même dans plein de choses. Et moi, je me sentais mieux aussi sportivement dans les règles du kick. Ok. Et donc, du coup, tu disais que tu as commencé à entreprendre très, très jeune. Comment un peu tu as eu le déclic et quand est-ce que tu t'es dit je vais me mettre à combattre? Alors, en fait, cette entreprise-là, c'est très choses jeune. différentes, Ouais, parce que en fait, j'ai commencé la boxe à l'âge de 13 ans et demi. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, je savais que je voulais faire ça de ma vie, que je voulais entreprendre de faire carrière et de devenir champion dans mon sport. Ah oui. Donc vraiment, ça s'est fait très jeune. Et après, le reste de l'entrepreneuriat au sens plus global, il s'est fait sur le tard au fil de mes études. Mais je pense que j'étais dans un environnement qui m'a poussé à faire ça parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père qui, lui, était entrepreneur et qui me racontait ses anecdotes de son entreprise, etc. Et donc ça m'a sûrement inspiré et c'était le bon format, quoi. Le modèle dans lequel... Il était entrepreneur dans quoi, ton grand-père En fait, il avait monté une entreprise de machines à écrire en Algérie. Comme il a pris son parti d'Algérie, il a dû fermer parce qu'il y avait l'exode. Il a quitté, il fait faillite, quoi. Il a refait la même chose en France et à l'époque, il y avait plein de machines à écrire et c'était un autodidacte comme il y en avait plein à cette époque. Et, tu vois, il me racontait, au moment de la reprise, par exemple, il a revendu à un mec qui avait fait HEC et c'était sa fierté de donner des conseils à quelqu'un qui sortait d'HEC, lui qui avait arrêté l'école en 6e, quoi. Ok. Et sinon, dans le sport, est-ce que dans ta famille, il y avait des gens qui faisaient du sport de haut niveau ou... Non, pas du tout. Vraiment, le sport, c'était pas du tout quelque chose qui était professionnel dans ma famille. Ouais. Et toi, comment t'es tombé dedans? Parce que c'est pas forcément très commun à 13 ans de commencer t'as regardé un film, lu un livre. Non, c'est une passion en fait. Moi, si tu veux, j'ai voulu faire de la boxe parce que je cherchais à faire un sport de combat.
Et en fait, moi, ma génération, c'était les générations des films d'action, beaucoup Stallone, Van Damme, Rocky, etc. Et bref, on m'a parlé d'une salle de boxe. Je suis allé comme ça pour faire du sport. Et en fait, j'avais goûté à mon propre sang, quoi. J'ai kiffé et j'ai eu envie d'en faire et d'en faire et d'en faire. Ok. Et donc après, est-ce que commencer la boxe à 13 ans et ensuite finir champion du monde, il s'est passé du chemin. Il y a plein de... Moi, j'ai essayé à titre perso 1 ou 2 fois de la boxe Muay Thai, etc. Mais qu'est-ce qui déjà a fait que toi, tout de suite, t'as dit, au bout de quelques semaines et quelques mois, t'as kiffé et tout de suite, tu savais que c'est ça que tu voulais faire? Ça c'était s'explique en toi, pas, dans en fait. ton C'est cœur, parce que, en fait, si tu veux, je pense que ce qui a alimenté ça, c'est que y avait l'entraîneur de la salle qui était un ancien champion et qui était encore en carrière. Et si tu veux, donc il était quand même relativement jeune. Et du coup, en fait, c'était palpable. Je voyais un champion, un mec qui a été champion, ce qu'il dégageait, ce qu'il incarnait. Ça m'a inspiré et ça m'a donné envie de lui ressembler, tu vois. Donc je pense que ça a été un modèle pour moi. Et du coup, ça m'a donné envie assez rapidement d'être comme lui, voire de faire mieux. Mais tu vois, en tout cas, c'était une source d'inspiration. Ouais, ça a été un peu une rencontre assez jeune. Ouais. Ouais, c'est marrant. Il y avait aussi Tony Parker, très jeune, à 6 ou 7 ans, il avait rencontré Michael Jordan, je crois, à Paris. Ok. Et il disait ça. Bon, peut-être il le côtoyait pas au quotidien comme toi, le coach, mais je pense que c'est un peu comme un mentor, le fait de voir quelqu'un de près, c'est palpable, comme tu dis. Et... Ok, et donc ensuite, tout de suite, à 13 ans et demi, tu t'es dit, je vais poursuivre dans cette voie. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait dans cette voie pour... tu avais un objectif tout de suite de devenir professionnel et en fait, c'était de remporter les combats. Et du coup, de manière assez organisée et méthodique, j'ai compris que pour être champion du monde, j'ai fait une chronologie inversée. J'ai fait, il faut déjà être champion d'Europe, champion de France, champion de France amateur, truc, junior. J'ai tout découpé dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens, pour me dire, voilà, maintenant, à partir de quand je dois commencer. Et sachant que mes parents ne voulaient pas que je fasse de compétition avant d'être majeur, ma première aventure sportive a démarré à 18 ans. Ok. Ah oui, tes parents, ils voulaient pas quand même. C'est tes parents qui voulaient pas que tu fasses. Ils voulaient pas que je fasse de compétition. Ok. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est comme tu le disais en intro, dans l'introduction d'investissement, de venir en arrière, d'avoir un objectif grand et tu le découpes en petits objectifs. Et en fait, l'important, je pense, c'est d'avoir une vision. Ma vision, c'était de devenir champion du monde. Et encore, c'était pas de devenir champion du monde parce que sinon j'aurais arrêté quand j'ai été champion du monde il y a 10 ans. C'était d'être champion du monde et de perdurer, de faire vraiment une carrière. Et du coup, l'important, je pense, c'est de garder le cap avec une vision et d'arriver à se mettre des sous-objectifs qui sont atteignables, tu vois, parce que c'est sûr, si tu te dis, je sais pas moi, je mets ça dans un coin de ma tête, tu vois, je vais être champion du monde, mais j'ai même pas encore fait de combat, c'est délicat, donc il faut le garder en tête et en même temps, il faut se dire, non, l'objectif maintenant, c'est ce combat-là maintenant, si je me concentre pas sur celui-là, je deviendrai jamais... je vais jamais remporter ceux d'après, quoi. Donc justement, quand tu avais 13 ans et demi et que tes parents t'ont dit d'attendre 18 ans, tu t'es dit, mon prochain objectif, c'est à 18 ans faire mon premier combat. Donc, tu as eu un peu moins de 5 ans pour... je l'ai visualisé, je l'ai fait retourner dans tous les sens. Tous les combats que j'ai pu faire, d'ailleurs, même avant même qu'ils se produisent, même les championnats du monde, à 15 ans, je les ai déjà rêvés. Ah ouais. Mais t'avais inconsciemment ou une... non, c'était conscient. En fait, c'était conscient. Je passais du temps dans ma chambre, je me rappelle, à me poser comme ça et je réfléchis et je me voyais faire ça. Ok. Mais tu penses que c'est dans ta nature ou tu as lu des livres qui t'ont dit il faut faire ça? Ah non, à l'époque, je lisais pas de livres. Non. Et j'ai appris quelques 10 ans plus tard, quoi, en rencontrant des coachs très connus, enfin, même des moins connus, hein, mais j'ai compris que c'était du développement personnel et que c'était des choses qu'on recommandait aux gens. Mais j'ai compris aussi que c'est pas quelque chose que tu peux enseigner parce qu'en fait, penser à quelque chose, ça te fera jamais l'avoir. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir ce que ça veut dire penser. Je pense, c'est-à-dire que si tu penses devenir champion, mais comme tu penses à la glace que tu vas manger demain, non. En fait, c'est vraiment, quand je te dis je pensais et je visualisais, ça a duré 1 heure, tu vois. J'ai vraiment passé du temps. C'est beaucoup d'heures, hein, si tu comptes 1 heure par jour pendant 10 ans. Et en fait, c'est-à-dire que quand tu fais une visualisation tellement poussée que tu as l'impression de vivre les choses, là, oui, effectivement, je pense que tu peux entrer dans un système d'autoréalisation et de
de mettre en place inconsciemment, du coup, pour le coup, plein d'actions qui vont t'amener vers ce que tu penses. Mais si tu penses 3 minutes à un truc, je pense pas que ça marche. D'où le fait qu'il y ait plein de gens qui n'arrivent pas forcément à atteindre des objectifs alors qu'ils font ce genre d'exo, quoi. Ouais, mais toi, du coup, c'était, on va dire, une pensée très... Moi, ça me faisait du bien, en fait. Parce que, en fait, moi, c'était du rêve. Je rêvais. Ouais, mais juste rêver, ça... Il y a plein de gens qui rêvent, mais qui réalisent pas leur rêve parce que ça reste un rêve. Alors, toi, juste ce qui fait que déjà tu prenais des notes, Non, j'ai même pas pris de notes, mais comme je te disais, tu vois, et d'ailleurs c'est Michael Jordan qui dit ça, moi j'ai rêvé, mais j'avais quand même mis une date, puisque je m'étais dit 18 ans premier combat, je fais la saison junior, je fais la saison je m'étais mis tout un agenda pour me dire à 20 ans, d'ailleurs c'est pas ce qui est arrivé, j'ai mis des années de retard, mais je m'étais donné comme objectif de devenir champion du monde à 20 ans, je crois, tu vois. Je me rappelle plus à l'époque, mais en tout cas, je sais que j'avais 2-3 ans de retard sur ce que je m'étais dit. Et donc, même si c'était du rêve, j'avais quand même, si tu veux, mais le schéma dans ma tête de comment ça allait s'agencer, tu vois. Et voilà. Mais pour s'y tenir ensuite, je pousse sur parce que c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est vraiment le parallèle qu'il y a entre les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs, et même dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui veut entreprendre une chose toute bête, un voyage par exemple, etc. Il y en a, voyager, il y en a plein qui le font, mais des voyages un peu complexes, une aventure, etc. Il faut le prévoir, l'organiser, comme tu dis. Sûr. Toi, ensuite, en fait, le plus dur ensuite, c'est 2 questions déjà. Toi, c'est quoi un peu ta définition de la discipline ? Et ensuite, deuxième question, comment tu as fait pour vraiment passer à l'action et vraiment le faire ? Parce qu'il y en a, ils parlent juste, mais ils passent pas à l'action. T'as tout dit. Tu sais quoi ? Regarde. La première chose, c'était, en tout cas chez moi, je vais pas parler parler de vérité absolue. Oui, dans mon cas, ça a fonctionné. C'était de rêver, tu vois, de rêver et de rêver de manière consciente, etc., de manière à, je pense, intégrer. Tu vois, c'est un peu de l'inception, quoi. Tu vois, t'as fait, j'ai mis cette énergie dans mon subconscient, etc., de réaliser tout ça. Et après, effectivement, si on n'est que dans la rêverie, il se passe rien. Il y a un moment donné où il faut que tu passes à l'action, et passer à l'action, c'est la discipline. Et la discipline, c'est, en fait, pour moi, c'est au-delà de la discipline, ça devient une obsession, en fait. C'est-à-dire que l'obsession dans mon cas, de s'entraîner, de toujours faire plus, de vouloir progresser, de comprendre, etc. Et qui t'emmène, en fait, vers dans la direction que tu veux aller. Et quelque part, la vision, le fait d'avoir ça dans un coin de ta tête, ça rend moins dur la discipline, ou ça la rend même agréable, parce que quelque part, tu te dis, je me rapproche un peu plus de ce à quoi je rêve, tu vois. Et passer à l'action, voilà. Donc c'est de s'entraîner, de se remettre en question quand ça va pas, de bosser, etc. Justement, quand tu avais, on va dire, 14-15 ans, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu t'entraînais déjà beaucoup plus que la majorité des gens, ou tu faisais juste du sport 2 fois par semaine comme un adolescent de manière classique ? Non, je m'entraînais plus. J'allais à la boxe c'était beaucoup d'adultes, il y avait moins de jeunes ados. Et donc, j'avais boxe, je sais pas moi, 4 fois par semaine, et je m'entraînais en plus, moi, tous les jours chez moi. Ah oui. La première chose, tu vois, parce qu'il y avait des choses qui dépendaient pas de moi. Ma première angoisse quand j'ai commencé, ma deuxième rentrée, on va dire, des classes, quoi, donc après à 14 ans, quoi, c'était l'agenda et le planning de savoir est-ce que, parce qu'en fait, je me rappelle, je m'entraînais 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller à la boxe à 19h30 le soir. Ah ouais. Donc ça sous-entendait que si je quitte l'école à 17h30, je pouvais pas faire ça. Donc ma première prière, c'était de pouvoir, parce que ça, c'était quelque chose qui n'était pas dans mon ressort, l'agenda des classes, c'est de me dire, j'espère qu'il n'y a aucun jour où je finis à 17h30 ou que je finis tout le temps à 16h30, comme ça, je peux faire ça. Et du coup, à partir de là, maintenant, c'est mon temps, c'est moi qui gère, tu vois. Et maîtriser ton temps, quoi. Tu l'as fait assez rapidement, quoi, en fait. Je l'ai fait dès que en tout cas, sur le temps que j'avais, qui m'était moi maîtrisable, je l'ai fait, exactement. Okay. Et c'est ce qui m'a fait progresser à l'école, dans plein d'autres domaines, parce qu'en fait, c'était le fait de, comme tu dis, de maîtriser le temps, de maîtriser un objectif, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et est-ce qu'il y a eu des moments où, enfin, pas forcément que quand tu étais jeune d'ailleurs, mais des moments où tu t'es dit, je veux tout arrêter, et finalement, tu as quand même continué au final? Ouais, alors, peut-être pas tout arrêter, mais oui, j'ai eu des moments de doute où tu traverses des défaites, et où tu perds un match, et où tu perds... et où c'est un cercle infernal et où tu te dis putain merde ça va pas très bien, et en même temps
j'ai la chance de vraiment, voilà, que ce soit un choix. Moi, la boxe, c'était une passion. Et qu'en même temps, tu vois, t'adores ça et que tu te refuses à te laisser emmener dans ce cercle un peu vicieux de mauvaise énergie, et tu te reprends en main. Et c'est ça qui fait qu'il y en a qui tu pourrais comparer un professionnel à un champion. Bah, c'est ça, pour moi, c'est vraiment la capacité à se remettre en question, à désapprendre pour réapprendre, cette résilience que va peut-être moins avoir un sportif lambda professionnel. Ouais, c'est intéressant. Mais est-ce que tu as eu des gros moments de... Parce que moi, il y a un film que j'ai regardé quand j'étais jeune, d'ailleurs, tu dois connaître forcément, c'est $1 Million Baby. Ouais. C'est un film que j'adore, de Clint Eastwood, et à un moment, quand elle a son accident dans le ring avec le tabouret, etc., ou non, elle se casse le nez, je sais plus, ça m'a traumatisé de la boxe. Et pour moi, la boxe, c'est vraiment le Graal ultime en termes de vaincre ses peurs ou courage, quoi. T'es seul face à toi-même. Déjà, c'est un sport individuel. Après, il y a ton coach, etc. Mais monter dans un ring, tu sais, tu vas te battre contre quelqu'un. Comment tu fais pour vaincre tes peurs C'est un combat perpétuel, et c'est ce qui fait qu'il est intéressant avec la boxe, c'est que c'est un sport de maturité, parce que tu apprends tellement sur toi que en fait, tu progresses sur ta maturité, ton introspection, et que même si tu déclines un peu sur le physique, bah, tu progresses tellement de l'autre côté sur ton développement personnel que finalement tu équilibres, et qui fait qu'en fait, tu as beaucoup de boxeurs qui sont très bons encore ou champions à 40 ans. Parce que en fait, ils ont tellement progressé parce qu'il faut cette connaissance de soi que tu n'as peut-être pas à 20 ans, où il y en a qui sont exceptionnels, tu vois, qui arrivent à avoir tout ça. Mais dans beaucoup de cas, non. Et du coup, ben, tu te construis avec le temps. Et c'est vrai que c'est une super introspection, la boxe, parce que voilà, c'est vrai que se retrouver seul sur un ring, tu l'as dit, le premier adversaire, c'est toi-même, en fait. C'est pas l'autre, même s'il est là pour gagner lui aussi. Il va te renvoyer, en fait, à tes propres peurs, à tes doutes, etc. Ouais, c'est marrant que tu réutilises souvent le mot introspection. Je crois que tu as dit prière aussi tout à l'heure. Et t'as pas mal l'aspect spiritualité auquel tu crois un peu ou... Bah, bien sûr, ouais, je pense que alors oui, j'y crois, et je pense vraiment que les arts martiaux, d'ailleurs, d'une manière générale, enfin, d'ailleurs, c'est dans l'autre sens. Beaucoup de sages en Asie, tous les mouvements hindouistes, bouddhistes, ils font des arts martiaux, ils les apprennent. Donc, et d'ailleurs, les maîtres, quand on dit maître, ça renvoie souvent aux sages, tu vois. C'est un peu l'image qu'on a dans les arts martiaux. Alors, après, moi, c'est pas du tout le cas, parce que c'est une dérive. Je fais de la compétition, donc ça va pas avec la compétition en soi. Elle est pas saine dans le sens où eux, ils sont pas en compétition. Je te coupe, désolé, parce que justement, moi, j'avais fait une semaine de méditation où j'apprenais un art martial coréen dans un temple bouddhiste en Corée du Sud. Okay. Et en fait, il fallait faire tous les jours les 108 salutations, je crois, où on se baisse par terre, on se relève et on fait les 108. Et en fait, je trouve que c'est très compétitif, parce qu'enfin, il y a c'est un peu l'ego, en fait. Il y a beaucoup d'ego, parce que c'est très dur de faire ça 108 fois à suivre, et je trouvais qu'il y avait un paradoxe, en fait. D'accord. Ouais. Enfin, entre... Non, mais moi, j'ai jamais fait, tu vois, c'est intéressant, parce que moi, j'avais l'impression que c'était l'anti-ego, etc. Mais en fait... je suis complètement d'accord avec toi, et moi, c'est aussi ce que je pensais. Mais ça, du coup, c'était juste ton interprétation que je trouvais qu'il y avait un certain paradoxe, en fait, au fait de devoir... faire ça, quoi, parce que peut-être que toi t'as eu l'énergie et t'as eu la motivation dans l'ego aussi, tu vois, dans le bon ego. C'est ça qui t'a réveillé. C'est marrant que tu dis ça, parce que c'était une de mes questions, justement. Je voulais en parler de l'ego, justement, parce que la boxe, la MMA, les arts martiaux, etc., je pense que c'est... Non, pas forcément que la boxe, d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'ego dans le sport de haut niveau. Et comment tu fais la part des choses entre, justement, comme tu viens de le dire, le bon ego et le mauvais ego? En fait, si tu veux, pour moi, tout est question de timing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des moments où il faut avoir de l'ego, et il faut avoir une confiance en soi, une estime de soi énorme, qui fait que tu envoies tout le monde aller se faire foutre, parce que tu es dans ton combat, tu vas pour gagner, et tu veux pas qu'on ne vienne te foutre une once de doute, tu vois. Par contre, le mauvais ego, c'est d'être comme ça tout le temps, parce que tu progresses pas. Là, c'est juste sur un timing, tu vois, où tu veux pas de parasite. Par contre, moi, je trouve ça... Enfin, moi, en tout cas, je suis pas du tout comme ça. Je suis très à l'écoute,
Et au contraire, moi, je trouve que c'est bien de mettre son ego de côté et d'écouter, alors peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, de laisser le doute rentrer quand tu peux. Parce que quand il y a du doute, il peut y avoir de la progression, puisque du doute, ça veut dire qu'il y a de la remise en question. Si tu es bien constitué, quand tu doutes, tu te remets en question, tu réfléchis à comment faire. Mais je pense que voilà, c'est une question de timing, l'ego. Et oui, pour réussir, il faut de l'ego, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il faut savoir le dompter et le civiliser de manière à se dire, OK, là, il y a des moments de timing où il faut le laisser, ou des fois, il ne faut pas, quoi. Ouais, ok. Ouais, bah, c'est pour refaire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Je crois que c'était un autre invité de mon podcast qui est lui entrepreneur pour le coup. Et il disait qu'il trouvait qu'il y avait un paradoxe aussi. Parce que souvent, les entrepreneurs ont dit qu'ils ont beaucoup d'ego. Parce que voilà, ils se mettent en avant sur LinkedIn, etc. Mais en même temps, c'est ceux qui ont le moins d'ego parce que c'est ceux qui vont faire des choses qui vont devoir se mettre à poil, entre guillemets, pour pouvoir vendre un truc, bien etc. Sûr, ouais. Donc c'est assez marrant. Et toi, tu dirais que cette motivation et cette ambition, elle vient de, je sais pas, souvent, tu parlais de développement personnel, d'introspection tout à l'heure. On a tendance à dire que ça peut venir de... tu as parlé de ton grand-père tout à l'heure, par exemple, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a marqué dans ta jeunesse ou autre Alors cette introspection, je n'y ai pas encore répondu. Peut-être que ça peut venir de... Le fait de toujours vouloir plus, de toujours l'ambition, tu vois, qui est top et qui en même temps c'est peut-être quelque part aussi un mal-être d'être trop ambitieux, de toujours vouloir plus et de pas accepter, tu vois, un peu le calme, ouais, et de se dire en fait tout va bien, je suis en bonne santé, ça suffit. Pourquoi plus, pourquoi ça? Et non, et moi, tu vois, je sais que je vis dans l'action, tu vois, je me sens vivre quand ça bouge. Quand on me demande alors tu savoures ta victoire, t'es là, en fait ouais, mais en même temps je les ai déjà vécus dans ma chambre à 15 ans tu vois, et en fait c'est vrai que c'est important, je pense, que j'arrive à, en tout cas pour ma part, à accepter des fois d'être cool, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à même avant même d'arriver à valider un palier, tu vois, à me dire bon ça y est, j'approche ce palier, c'est quoi le palier d'après, tu vois, et à être dans cette surenchère, tu vois, de ce que tu peux accomplir, mais bon, en même temps c'est bien. Ouais, c'est ça. Et il faut tout dans un monde, tu vois, il y en a qui sont qui ont pas besoin de ça, et je les admire aussi, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, j'ai vite compris que, par exemple, tu vois, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les coachs, enfin les bons coachs, c'est que, tu vois, par exemple, quand tu es comme ça, c'est très délicat de donner des conseils. Parce que moi, je me suis vite rendu compte que je ne peux pas donner de conseils. Parce que je ne veux pas d'ailleurs le faire. Sauf si vraiment je mets la personne en garde, je lui dis écoute, moi, voilà comment moi j'aurais fait. Parce que moi, voilà l'ambition que j'aurais eue. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un mais fais ci, fais ça, tu veux. Et l'autre, oh, moi, je veux faire une consultation par jour. Je veux, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que c'est délicat. Donc, en fait, on ne peut pas tout faire. Tu vois, il faut des fois se dire bon, en tout cas, quand on te demande conseil, c'est pas évident. Ouais, c'est hyper. Je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, c'est pour ça que moi je fais ce podcast, c'est parce que le but c'est d'avoir des invités comme toi, variés, mais qui parlent de leur expérience à eux sans forcément se mettre dans une position de conseiller ou quoi que ce soit. Et moi, pareil, en tant qu'animateur du podcast. Toi, tu te nourris. Ce qui est intéressant, c'est que tu te nourris de plein de partages. Et en le partageant aux autres qui écoutent. Voilà. Donc toi, ça te nourrit. Ça peut faire de toi un coach à la longue, parce que tu vas entendre et t'as absorbé plein d'histoires, quoi. Ouais, c'est ça, mais pareil, sans vraiment se mettre dans une position de donner des conseils. Déjà, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, mais qui ne sont pas passés par là, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser. Comment tu t'es entouré par rapport à ton équipe, mais que tu peux répondre après. Mais justement, parce que si tu demandes un conseil à tes parents sur comment devenir boxeur, mais qu'eux, ils ne sont jamais fait boxeur, ils ne seront pas forcément dans une position de... Je suis entièrement d'accord. Et voilà, et comme je te le dis, voilà, demander conseil, tu vois, ça demande deux choses. Alors, effectivement, il y a l'expérience de la personne à qui tu demandes conseil, parce que c'est vrai qu'une personne qui te donne conseil, mais qui ne connaît pas, qui n'a jamais côtoyé un univers, c'est délicat. Ou alors que la personne te connaisse suffisamment bien pour qu'elle arrive à se mettre à ta place. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont suffisamment d'empathie pour se mettre à la place de l'autre. Mais donc, moi, c'est vrai que j'ai quand même plutôt tendance à vouloir m'entourer de personnes d'expérience, c'est-à-dire qualifiées, quoi, qui ont vécu des moments qui vont ressembler à ceux que je vais vivre avec eux, tu vois, pour que
Bah, en fait, c'est comme la visualisation, hein, tu sais. Ouais. Mais c'est un travail, tu vois. Tu prépares le cerveau à réagir à comment je vais réagir si ça se passe mal le podcast, tu vois. Alors, je l'ai pas préparé celui-là, mais en tout cas, non, mais tu vois. Et en fait, j'avais un préparateur mental, par exemple. Ok. Alors, là, je te parle d'un cas extrême. Hein. Il faisait beaucoup de moto pour aller au travail. Et le mec, il a visualisé des trucs de ouf, que des accidents où il va réagir, plein de situations hyper dangereuses. Il est même allé jusqu'à visualiser, comme il a cette histoire de moto, il a visualisé ses enfants mourir, des trucs comme ça, pour être prêt psychologiquement si quelque chose arrivait. Enfin, bon, après, c'est un level de trucs, mais tout ça pour te dire qu'en fait, à partir du moment où tu as visualisé quelque chose une fois, deux fois, trois fois, tu as quand même envoyé une info. Je pense pas que le cerveau soit capable de dissocier le vrai et du faux. T'as envoyé une info et si jamais ça arrive, il va réagir parce que c'est vraiment l'inattendu qui peut te bouleverser. Et d'ailleurs, toi, juste avant un combat, on va dire, bon, tu les visualises tes combats un peu en avance depuis tes 14-15 ans, mais juste avant un combat, tu fais quoi, on va dire, les 30 minutes avant le combat ou l'heure avant le combat? Bah, T'es pas trop stressé? Si, t'es toujours. Et d'ailleurs, heureusement, les rares fois où j'ai pas été bien stressé, c'était pas des bons jours. Tu vois, le stress, contrairement à ce que peuvent penser les gens, ou la pression, on appellera ça comme on veut, mais si tu veux, alors trop de stress, non, ça te bloque, mais pas assez de stress, bah, t'es relâché, t'as pas faim en fait. Faut avoir un peu et c'est ça qui rend tes sens plus aiguisés. C'est la peur, c'est le doute, etc. En tout cas chez moi. Et en fait, commenter, bah ouais, t'es stressé, c'est silencieux. Moi, j'aime bien quand c'est un peu silencieux dans mon vestiaire. Je me mets un peu je gonfle mon ego justement, et je repense à des moments de réussite dans ma carrière ou dans mon camp de préparation pour être en pleine confiance. Ouais, donc Ce que je te dis, c'est un moment où il faut pas de doute pour moi. Tu vois, t'y vas, tac. Ouais, donc c'est pas le moment de repenser à des défaites. Non. Ok, et sinon, du coup, sur la question plus sur ton équipe, comment, à partir de quel moment tu as commencé à bien t'entourer, justement, par exemple, chercher un bon coach ou déjà, on peut faire un petit clin d'œil sur ce qui s'est passé avec le PSG. Je sais pas si tu suis le foot, où on dit que Luis Enrique, c'est un coach incroyable et que c'est grâce à lui qui a eu, en partie, qui a eu ça. Bah là encore, c'est encore un autre cas parce qu'on parle d'un sport collectif. Ouais. C'est hyper difficile parce que tu dois faire vivre différentes individualités. Tu as des individualités plus fortes que des autres. C'est pas. Donc là, le coach, pour le coup. Plusieurs égos, justement. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que je pense que dans les sports co comme ça, tu vois, les grands joueurs dans les équipes, ils ont beaucoup de responsabilités parce qu'ils doivent se gérer eux et gérer aussi le capitaine, tu vois, il doit aussi gérer l'équipe, quoi. Et donc toi justement, est-ce que le coach pour toi ça a été un moment clé de ton entourage ou oui, il y a pour qui moi d'autre c'est dans ton hyper entourage? important, tu vois, j'ai un entourage qui n'a pas bougé, tu vois, je suis toujours avec mon frère, il est resté proche, j'ai mon meilleur ami Yacine, j'ai mon coach, j'ai mon préparateur, j'ai du monde, tu vois, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration dans les sports de combat. T'as des mecs, t'as des ovnis qui ont presque pas d'entraîneur, tu vois, des petites équipes. Ouais. Tu vois, un mec comme Cédric Doumbé, par exemple, il a toujours fait sans équipe. Enfin, il a son bras droit qui le coach, mais sinon, après, il est capable de se reconstruire une équipe. Il a boxé des années sans coach. Tu vois, et il y en a d'autres sûrement, mais t'as des mecs qui n'ont pas besoin. C'est incroyable. Ok. Et hyper intéressant. Et du coup, après, on va parler un peu plutôt du Cyril entrepreneur. Ouais. Donc, tu as fait quoi en parallèle? Tu as créé des entreprises, etc. En parallèle, du coup, de ma carrière, ta carrière sportive. En fait, donc, je faisais mes études en parallèle et en parcours de fin d'études, je me suis dit, voilà, j'ai envie de créer des événements parce que je me rendais compte que les combats auxquels je participais n'étaient pas forcément hyper rémunérateurs et répondaient pas forcément aux attentes que j'avais. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais monter ma boîte de prod et devenir mon propre promoteur et organisez-moi les événements, quoi. Et du coup, j'ai fait mon premier événement en projet de fin d'études. Ah ouais, projet de fin d'études. Projet de fin d'études en dernière année de master. J'avais pris master entrepreneuriat. Ouais, j'étais à Dauphine à la fac. Ok. Et je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais entreprendre. Donc, je me suis dit, tiens, master entrepreneuriat. Et dedans, en fait, j'ai pu faire un stage d'auto-entrepreneur et j'ai monté un premier événement. Tu vois, d'ailleurs, le combat était ouf parce qu'il était dans le grand amphi de Dauphine, etc.
Et c'était mon premier projet de fin d'études et c'était mon premier surtout gros projet entrepreneurial qui était parce que produire un événement comme ça c'est pas mal de frais, tu vois. Je sais pas combien ça avait coûté, mais c'était pas loin de 100 000 euros. J'étais jeune, faut trouver des partenaires, faut vendre des billets, faut trucs, etc. Faut gérer des droits télé, c'est une tannée quand c'est la première fois. Et donc tu bricoles avec mon équipe et j'ai pris du plaisir. J'ai géré l'image, j'ai tout fait de A à Z et là je me suis dit tiens, j'ai envie de continuer là-dedans. Et donc j'ai fait ça, j'ai perduré et on a fait des salles basiques comme la dernière fois, enfin basiques. On était au Palais des Sports de Marcel Cerdan, qui est une superbe salle méconnue. Mais il y a par exemple l'année dernière, et il y a 2 ans, on a fait des événements incroyables au Grand Palais éphémère, tu vois, et qui est un lieu qui, à part le saut Hermès et les Jeux Olympiques, n'accueillait pas de sport, quoi, tu vois. Et se dire qu'il y a mon sport qui est un sport malgré tout mineur, parce que que tu veuilles ou non, ça reste un sport de niche, le kickboxing, qui a pu être là-bas, finalement, je me dis j'ai accompli des choses, quoi. Et donc j'ai entrepris ça. Après, j'ai entrepris, après c'est des investissements, c'est un peu de l'immobilier. Là, je suis en train de monter une autre entreprise dans le sport. Donc, je suis en train de monter des salles de boxe. Enfin, la première déjà. Mais, de boxe classique ou kickboxing ou... Ouais, les deux. Ok. Et du coup, je suis en train de monter ce projet. Enfin, plus qu'un projet, parce que ça y est, c'est dans le dur. Mais voilà. Ouais, là, c'est marrant. Donc, tu t'es autoproduit avec ton projet de fin d'études, quoi. C'est pas commun. On a tendance à sous-estimer des fois les projets de fin d'études d'école, mais j'ai eu plusieurs invités dans mon podcast qui ont en fait vraiment se sont servis de leur projet de fin d'études comme un tremplin dans leur carrière. Il faut en profiter. Bah ouais. En fait, c'est pas ça. On en revient au temps. Moi, si tu veux, ça m'est arrivé 2 fois. Les cours, je peux les sécher. Mais quand tu es en stage, c'est ma plus grosse angoisse parce que quand je suis en stage, je peux pas m'entraîner comme je veux. T'as un tuteur qui te casse les couilles, qui te dit faut être là, faut partir à telle heure, faut truc. Donc moi, ça, je peux pas le vivre. Je ne pas gérer mon planning, je peux mourir. Donc en fait, là, c'était déjà une porte de sortie sur je fais ce que je veux de mon temps. Ok, c'est bien vu. Et c'était pas trop stressant de organiser toi-même et en même temps, vu que c'est toi C'était hyper dur. Là, maintenant, j'ai plus l'habitude, j'ai une équipe, etc. Mais au début, c'était très, très dur, bien sûr. Après, c'est comme ça. Hein. Toujours, c'est dur. Toutes les personnes qui ont entrepris, quel que soit le domaine, c'était dur parce que t'as beaucoup de choses à gérer qui sont pas censées être ton domaine, quoi. Parce que comment c'est structuré, je sais pas si ça s'appelle la ligue de kickboxing, parce que tu parlais de Cédric Doumbé tout à l'heure, mais le MMA et même la boxe de haut niveau, c'est quand même, ça peut être très rémunérateur pour les premiers. Pas pour beaucoup, hein. Pas pour beaucoup. Pour les premiers, surtout. T'as pas beaucoup d'athlètes qui vivent. Enfin, il y en a plein qui en vivent. Tout est relatif après, mais en tout cas très rémunérateur, oui. Mais il y en a pas beaucoup, tu vois, en MMA qui vivent très très bien. Je pense qu'il y a une vingtaine d'athlètes dans le monde. Ouais, 20 dans le monde, principalement aux États-Unis. Exactement, qui en vivent très bien. Et les autres, Et les autres, ils en vivent, quoi. Mais après. Et la kickboxing, c'est beaucoup plus en retrait, on va dire. Ouais, bien sûr, kickboxing, t'en as beaucoup moins. Je pense que. Je sais pas en termes de nombre, mais t'en as pas beaucoup. Et en boxe anglaise, c'est un peu pareil. T'en as une vingtaine qui doivent bien. Enfin, il y en a plein qui en vivent, mais entre en vivre et en vivre très bien, c'est des échelles. Il y a une grosse différence, quoi, tu vois. Et c'est quelque chose, toi, qui pourrait te tenter de tester un autre univers, par exemple le MMA ou autre, je sais pas, faudrait que je trouve une formule parce que si tu veux faire du MMA pour faire du MMA, c'est un sport totalement différent du mien. Moi, je suis bien dans le mien, j'aime bien encore me voir évoluer et j'ai encore des challenges dans ma tête. MMA, en fait, on se rend pas compte, mais même si je serais un bon striker, c'est-à-dire un bon boxeur debout, parce que je sais boxer, il y a toute la dimension au sol, il y a toute la dimension de lutte pour passer du debout par terre, qui est un autre sport et tu peux pas. Et pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus. Même si tu es très fort debout, en fait, avant, le MMA, c'était quoi? On a regroupé tout le monde pour se dire qui est le meilleur. Donc, si tu étais très fort debout mais pas fort par terre, tu t'en sortais puisque un mec qui était bon en lutte était nul debout. Mais maintenant, les athlètes sont hybrides, tu vois, donc ils sont bons partout, tu vois. Ils sont spécialistes, mais ils sont quand même bons partout. Donc, si tu arrives et que tu n'as aucune notion au sol ou quoi, dans un univers de haut niveau, mais tu te fais massacrer. Même si debout, tu es beaucoup plus fort que l'autre, il peut te trouver une parade, tac, qui t'emmène par terre, c'est terminé.
Ouais, donc toi, à l'instant T, c'est pas forcément dans ta réflexion, c'est plus essayer de continuer de progresser dans ta discipline, etc. Je me vois pas changer d'avis dans les années Okay. Il me reste pas non plus 20 ans de carrière. Parce que pour garder sa forme physique, c'est très intense. Non, c'est des sports en vérité à maturité. Parce que tu vois, j'ai quand même 35 ans, donc c'est pas très jeune dans le monde du sport professionnel. Mais dans mes sports, voilà, les athlètes de mon niveau, généralement, ils arrivent à perdurer jusqu'à 38, 40. Des fois, il y en a qui poussent plus, mais voilà, ça, c'est des bons âges pour arrêter. Mais c'est vrai que dans le sport, quand même, j'ai l'impression qu'on voit le temps un peu se rallonger. De plus en plus de sportifs durent plus longtemps qu'avant. Tu vois, je pense qu'il y a plus d'hygiène, il y a plus de préparation physique. Il y a... Je sais pas. Ouais. Enfin, ça dépend peut-être des sports, mais... Ouais, si, c'est vrai. Bah, après, là, on vit plus longtemps aussi, potentiellement. T'as raison, c'est vrai. Et justement, toi, comment vu que t'es un peu... t'as plusieurs projets, j'ai même vu que t'as été mannequin des périodes, etc. Comment tu structures ton quotidien? Tu disais Alors, tu vois, la colonne vertébrale de ce que je fais, c'est le kickboxing, c'est la boxe. C'est ça la priorité. Donc, la première chose, c'est toujours le timing. C'est quoi mon timing? Est-ce que je prépare un combat? Est-ce que je prépare pas? Qu'est-ce que je fais? Ok. Imaginons, je suis pas en préparation de combat. Ok. Je vais m'entraîner. Donc, je place mes entraînements 1 ou 2 dans la journée où je suis plutôt cool parce que je suis pas en pure préparation. Donc, je peux plus m'amuser. Et après, qu'est-ce qui est secondaire? Tiens, je veux travailler sur ça comme projet. Je planifie le reste de la journée. Voilà. Et quand je suis en préparation, par contre, le temps d'entraînement, il bouge pas. Je sais que le matin, telle heure à telle heure, c'est bloqué. Le soir, telle heure à telle heure, c'est bloqué. Après, je fais ce que je veux, mais par contre, on touche pas l'entraînement. En général, c'est combien d'entraînement à peu près, par exemple, à cette période En préparation ou en ce moment? Non, en préparation, ouais. En préparation, ouais, on est entre 20 et 25 heures à peu près par semaine. Par semaine, ouais. Mais là, en ce moment, après Là, j'ai repris, là, je dois être à 2 heures par jour, donc non, comme un bon sportif, quoi. Mais sauf que je m'entraîne 15 heures par semaine. 12-15 heures, ouais. Ouais, c'est déjà. Mais après, ça, c'est parce que moi, j'aime faire du sport. Ouais, j'ai pris goût à ça. Je suis devenu vraiment. C'est vrai que dans les sports de combat, c'est spécial parce que t'en as qui s'estiment plus combattants que sportifs et donc qui ne s'entraînent que quand ils ont un objectif. C'est pas facile toujours quand tu t'es habitué à t'entraîner avec objectif de t'entraîner quand t'as plus d'objectif spécialement. Mais moi, je t'avoue que j'ai pris goût à l'effort et à continuer à faire du sport, quoi. Ok. Et justement, est-ce que tu as déjà un prochain objectif en tête Sportivement, non, pas encore. J'ai des premières propositions. On est en train de visualiser, mais on va dire sportif et entrepreneurial, oui. Bien sûr, j'ai un objectif. C'est en fait, je te parlais du Grand Palais éphémère et j'aimerais être le premier à faire un combat. Et je pense que on va le faire. C'est du boulot. C'est d'arriver à organiser au Grand Palais. Tu vois, le vrai Grand Palais à Paris. De faire une réunion de boxe là-bas. Là, il y avait une compétition de Aerox. Ouais, exactement. Il n'y a pas longtemps. Donc, tu voudrais organiser potentiellement Ah bah ouais. Moi, j'avais fait à l'éphémère, qui est un peu près pareil, mais un peu moins, qui était sur le Champ de Mars. Et là-bas, quoi. Mais bon, voilà, ça demande des fonds. C'est bon, je suis en train de préparer ça. Ah, ok, bah c'est un super bel objectif. Et justement, tes objectifs, tu te les détermines... ça devient comme ça ou parce qu'il y a plein de gens dans mon podcast qui me contactent, etc., qui en fait ils sont un peu pas perdus, mais ils ont des idées, mais ils ont du mal à déterminer leurs objectifs. Toi, à partir de quel moment tu te dis il va falloir que je me fixe un objectif, sinon je patine en fait? Bravo, c'est une super bonne question. Alors aujourd'hui ça va, tu vois, je patine moins qu'avant, mais j'ai eu des moments de vie où j'ai eu beaucoup de doutes. Parce que comme je te le disais, tu vois, si j'entreprends pas, j'ai pas de combat. En fait, quand tu entreprends, tu te laisses... t'as plus de clients, t'as plus rien. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un moment donné où, allez, on y va. Et ça, cette phase-là, elle a été très, très dure. Je pense que ça a dû faire 3-4 fois, ou 3-4 ans, je me rappelle des rentrées de septembre, où merde, tu sais pas par quel bout commencer, c'est pas facile, tu vois. Et en fait, la force qu'a le sport, c'est que déjà, en fait, je pense que l'activité sportive, tu vois, le fait que ce soit de la boxe ou autre chose, le fait de me mettre dans ma condition de faire ma boxe, quand tu as fait du sport, tu es dans une énergie un peu de mouvement. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est « motion creates emotion ». Et en fait, le fait de créer du mouvement comme ça, je pense que tu es plus vif après pour prendre des décisions et dire « bon allez, maintenant j'y vais, je fais ça ». Ça te laisse moins dans le fauteuil, un peu à
comment je vais faire, à trop intellectualiser. Ah bah si je fais ça, tu fonces. Ah, c'est intéressant. Je crois que je sais pas si tu as lu le livre de Paolo Coelho, L'Alchimiste. Non, je connais le nom, mais j'ai pas lu. Ouais. Il est top, mais si je l'ai lu il y a longtemps, mais ça commence un peu avec un grain de sable en fait. Il faut qu'il avance dans une direction et c'est avec un petit grain de sable en fait que les choses se mettent en place et que la roue se met en place, quoi. Bien sûr. En fait, on devient perfectionniste, on cherche la perfection et la perfection, elle vient avec l'imperfection, tu vois. Si tu veux, tu peux pas démarrer et faire un slalom de ski de professionnel. Il faut que tu te casses la gueule, il faut que tu apprennes le chasse-neige, il y a plein d'étapes. Donc, c'est pareil, dans l'entrepreneuriat, il faut se dire, allez, je me lève. Et en fait, on a juste peur de l'échec, mais c'est humain. Et je pense qu'on nous prépare mal à ça. Et c'est pour ça que maintenant que je suis en âge d'avoir des enfants et que j'ai beaucoup d'amis parents, je leur dis, s'il vous plaît, si vous avez des enfants, mettez-les au sport. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. Quand tu fais du sport en compétition amateur, mais juste de la compétition amateur, ça veut dire que vos enfants, ils sont programmés pour victoire-défaite. Ils vont pas faire que des victoires. Une fois sur deux, ils vont perdre. Mais dans leur référentiel, dans leur modèle de trucs, ils vont se dire, bon, on a perdu le match de foot, c'est pas grave, on repart à l'entraînement, on espère gagner, mais on s'est entraîné toute une semaine pour perdre. Et c'est pas grave, on repart. Et donc, mais je parle bien de faire de la compétition. Je parle pas du pas juste je parle de le mindset de la compétition amateur, on s'en fout. C'est juste l'état d'esprit. Je pense que le sport, pour ça, c'est fabuleux. Et il te met dans un conditionnement qui en fait te met, en fait, ouais, c'est vrai. J'ai ces possibilités, les deux, oui et non. Ça marche pas. Mais en tout cas, ce référentiel-là, je le connais. Ouais, c'est hyper. Ouais, j'espère qu'on pourra faire passer le message aux futurs parents. Il se trouve que moi, je vais être futur parent dans pas longtemps. Donc voilà. Je garde en tête. Moi, après, je ne le suis pas encore, mais, non, mais je me dis que je pense que c'est bien. Tu vois. Complètement d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, tu avais fait une belle transition. Tu parlais d'échecs, etc. C'était une de mes questions aussi. Forcément, on ne peut pas parler de boxe ou d'entrepreneuriat sans parler d'échecs, j'imagine. Toi, ça a été quoi ton plus grand chaos dans la vie? Pas forcément dans un ring, mais dans la vie, quoi. Ça a été. Et comment tu l'as remonté après? En fait, oui, ça a été autour de la boxe. Hein. Ça a été des combats que j'ai perdus à des moments de carrière où j'ai perdu une, deux défaites d'affilée. Et où, une fois, ça peut arriver. Quand il y a une deuxième, là, c'est chaud. Tu vois, là, c'est. Là, c'est un moment de doute. Et du coup, pour revenir, il faut laisser du temps. Il faut accepter de laisser du temps, en fait. Parce que quand je te dis accepter de laisser du temps, c'est-à-dire que parfois, tu veux tout repartir pour te rattraper. Tu te dis non, mais je vais refaire un match tout de suite. Et en fait, non, il faut comprendre. Et pour comprendre pourquoi, comment, ça demande un peu de temps. Et il faut arriver à se servir de ce temps pour s'analyser et s'écouter et se demander pourquoi ça s'est passé comme ça, quoi, en fait. Et faire le travail par toi-même ou justement tu consultes un peu ton coach, ton par toi-même, bien sûr, parce que c'est toi qui initie ça. Tu vois, j'ai été voir des professionnels, des psychologues du sport, des coachs mentaux, de tout ce que tu veux. Mais après, tu te fais encadrer, mais c'est quand même à toi de faire le premier mouvement, premier pas. Ok. On va jouer un petit jeu là. Enfin, j'ai encore d'autres questions après, mais un petit jeu sur. J'imagine que tu as vu le film Fight Club avec Brad Pitt il y a longtemps. Sûr. Du coup, c'était faire le Fight Club intérieur, un petit jeu introspectif. Okay. En gros, je te donne 2 facettes de toi et tu dois choisir celle que tu veux voir gagner. Tu peux faire un petit commentaire, bien sûr. Du coup, entre le Cyril ambitieux et le Cyril spirituel. Spirituel, ouais. Dire ça. Tu parlais d'ailleurs de tout à l'heure Slow Life, je crois. Enfin, spirituel, c'est un peu différent. L'ambitieux. Non, ouais. Allez. J'ai pas très bien compris peut-être le Cyril spirituel. Spirituel, on va dire le spirituel. Bon, l'ambitieux, allez. Entre le boxeur versus le chef d'entreprise. Le boxeur. Ok. Le leader versus le solitaire. Le leader, parce que je pense que tu peux être leader solitaire. Ok. Ça c'est marrant, on parlait un peu tout à l'heure aussi. Le Cyril qui doute versus le Cyril qui avance coûte que coûte et qui a confiance en lui. Le deuxième, Cyril qui avance coûte que coûte. Ouais. Le deuxième, parce que ça a été ma faiblesse, ça a été de trop douter parfois. Mais du coup, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, c'était marrant que du coup, c'est dans les doutes que tu progresses. Que tu progressais, ouais. Exactement. Mais j'ai aussi
raté des occasions parce que j'avais du doute. Ouais, faut pas avoir le doute au mauvais moment, quoi. Pour ça. Ok. Du coup, sinon, est-ce que si tu avais le choix, toi, d'inviter n'importe quelle personnalité pour un dîner ou quoi que ce soit, ça serait quelle personnalité, que ce soit sportive, artistique, philosophique, etc., pour un échange? Je peux en inviter plusieurs? Si je devais faire un dîner avec plusieurs personnes, ouais, comme on en ça, inviter plusieurs. Allez, on va dire 2-3. Franchement, si je pouvais me faire un kiff de faire un dîner comme ça, là, Ouais. j'invite Bernard Tapie, Bernard Tapie, ok. Jésus. Tu vois, pour Jésus. Jésus, ouais. Comme ça. D'ailleurs, t'es religieux ou t'es... Non, pas du tout. Je suis pas du tout religieux, mais bon, on parle de lui encore aujourd'hui quand même. Il a laissé il a laissé des marques. Il a laissé des marques. Sylvester Stallone. Ah bah ouais. Okay. Michael Jordan. Et Michael Jordan. Ah non, et Mohamed Ali, ouais, pardon. Ouais, d'ailleurs, dans les... Il y a du monde, hein, putain. Voilà, il y en a beaucoup là. Entre Sylvester Stallone et... Bon, c'est pas le... Ouais, et Jordan, c'est pareil. Lui, c'est entrepreneur et athlète. Et Ali, c'est pareil, grand champion. Dans les sportifs, dans la boxe, c'est Mohamed Ali qui t'a... Est-ce que toi, t'as regardé beaucoup de combats? Non, alors, celui qui m'a le plus inspiré, c'est Rocky. Plus que Mohamed Ali. Ouais, les c'est films. Vraiment, le personnage, il m'a inspiré. T'écoutes pas la musique, du coup, Eye of the Tiger? Quand j'étais petit, non, plus maintenant, mais pendant des années, je l'écoutais, j'allais faire mon sport avec. Je te dis, c'était vraiment une source d'inspiration. Ok. Est-ce qu'il y a des livres un peu qui t'ont impacté, si tu lis ou... Ouais, mon premier coach qu'on salue, là, Aurélien Duhart, là, dont je te parlais tout à l'heure, m'a un jour conseillé un livre, et donc je ne disais pas spécialement, qui s'appelait, alors rien à voir avec la boxe, Introduction à la communication non violente, les mots sont des murs ou des fenêtres. Et en fait, je l'ai trouvé super intéressant parce que, quelque part, pour moi, le combat, c'est une discussion. Tu vois, et quand tu discutes avec quelqu'un, et tu le retrouves un peu dans l'art de la guerre, tu vois, ce bouquin-là. Ouais. Mais si tu veux, pour moi, une discussion, ça veut dire écouter l'autre. Et dans un combat, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop penser à ce que tu vas dire, comme trop penser à ce que tu veux faire. C'est-à-dire que je veux absolument mettre ma droite, mais il se trouve que le mec ne se déplace jamais par là, et sa main gauche, elle est tout le temps levée. Donc si je veux faire que ça passera pas. Il va falloir peut-être faire autre chose pour l'amener, ou c'est pas grave, ou changer de stratégie. Mais ça... Si je suis pas capable de regarder l'autre, je vais pas être capable de mettre la droite. Et si je discute avec toi et que je suis pas capable de t'écouter, et qu'on voit souvent dans les débats à la télé des personnes qui parlent, mais le débat n'a ni queue ni tête, parce que en fait le mec ne pense qu'à ce qu'il va dire et n'écoute pas ce que l'autre dit. Et du coup, quand tu es dans cet état d'esprit, c'est pas organique, tu vois, ça progresse pas. Et donc où j'en étais, donc ce bouquin-là m'a beaucoup aidé parce que j'ai bien aimé l'approche. C'était assez empathique, c'était une manière de... Alors eux, c'est plus sur le conflit, mais sur comment en fait les mots ont un vrai sens et comment ils peuvent être quelque chose de très dramatique ou au contraire de très... mais les mots, le langage, pas le... MOTS, les mots. MOTS, les mots, ouais. Le langage, ouais. Mais pas dans la communication aussi, comment les mouvements... Par exemple, si toi tu te positionnes comme ça, oui, je vais te dire comme ça. Un peu, je me rappelle plus de tout le bouquin, mais moi c'était plus sur la manière de la syntaxe. Ok, ouais, non, hyper intéressant. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Non, trop bien. Et après, deux dernières questions, parce que je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Toi, c'est quoi ta définition d'aventurier de la vie? Un aventurier de la vie, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, en fait, et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et de ne pas rester dans sa zone de confort. C'est tout simplement ça. Ok, très clair. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour... Tu nous as dit quelques projets que tu voudrais réaliser, mais pour les prochaines années? De rester un aventurier de la vie. Et top. Et du coup, une dernière question, si tu avais un invité que tu t'aimerais voir dans ce podcast, justement, ou que Bernard Tapie, malheureusement, il est plus de ses jours, mais j'aurais bien aimé l'inviter. Jordan, ça va peut-être être difficile. Si tu as son contact. Un invité, un aventurier de la vie, un entrepreneur... Écoute, il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est un médecin cancérologue que je trouve brillant, qui s'appelle Alain Toledano, et qui a monté un institut, qui a une approche assez révolutionnaire, pas révolutionnaire, mais comme le sport de haut niveau, tu vois. Il considère un individu et pas une maladie, et du coup, il a créé des instituts où tu as plein de soins en fait, adaptés à une personne, et en fait, c'est ce qu'on appelle de la médecine intégrative, et je trouve ça hyper intéressant parce que moi, par exemple, qui suis sportif de haut niveau, un bon médecin avec moi, il regarde, tu regardes, mais l'important, c'est pas l'IRM, c'est pas la radio, on s'en fout.
L'important, c'est la personne, tu vois. Et moi, je tâche beaucoup d'importance au fait de considérer une personne dans sa globalité et pas de se dire que ah bah attends, en fait, j'ai vu que ton croisé, il était pété, mais en fait, finalement, toi, tu marches bien, tu n'as pas de problème. Je tiens ta jambe, je vois qu'elle est stable. Pourquoi on va aller faire ce qu'on fait dans 90% des cas, alors que chez toi, bien à proprement dit, je vois que ça réagit pas. Et donc, enfin bref, tout ça pour te dire que moi, j'aime l'approche comme ça, personnelle. Et lui, il fait ça dans la médecine, notamment pour les patients atteints du cancer. Et du coup, il a monté un institut, il est brillant, etc. Et donc, je trouve que ça serait bien. Et c'est un autre sujet complètement différent. Ouais, top, hyper intéressant. Ouais, mais d'ailleurs, je crois que j'avais vu que tu t'étais blessé au genou et on aurait pu pour en ça, je parler, t'ai pu parler. Non, mais c'est un peu ce que tu viens de dire. Mais la santé, même la nutrition, non, c'est chacun, le corps s'adapte à chacun, en fait. Exactement. Ok, hyper intéressant. On est à la fin du coup, mais est-ce que donc du coup tu as compris un peu l'idée de ce podcast? L'idée c'est vraiment d'essayer d'inciter les gens à réaliser leurs rêves, les transformer en objectifs, que ce soit entreprendre sa vie, investissement, etc. Toi du coup, le mot de la fin, si vraiment tu devais partager une clé ou une leçon que tu aimerais que le toi de quand tu avais 13 ans et demi entende. Alors, enfin, pas forcément 13 ans et demi d'ailleurs. Ouais, non, mais vraiment, c'est ce que je vais partager aux gens, c'est pas forcément pour moi. C'est une phrase d'aventurier de la vie, je pense. C'est le non, on l'a déjà, le oui, on va le chercher. C'est-à-dire que dans la vie, si on reste assis à rien faire, bah oui, forcément, non. T'as que des non. Il faut se bouger pour aller chercher un oui. Et la vie, c'est que des non à transformer en oui. Et si t'essayes pas de le transformer, tu l'auras pas. Donc, faut se lever, il faut y aller, quoi. Ok, je suis complètement d'accord avec ça. Merci à toi pour Adrien. ton temps, merci pour ton partage. Je t'en prie, merci à toi. Et à très bientôt. Bon courage pour tes projets. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.